Ondine m'a dit des mots qui me sont restés, c'est «Papa, j'aimerais bien que quand tu joues avec moi, quand tu rigoles avec ta tête et pas seulement avec ta bouche». Et elle avait 4 ans. Donc quand elle m'a dit ça, je me suis levé et j'ai été pleurer dans la cuisine. Mais vraiment, parce que il y a pas un mot de trop et ça sort avec la justesse qu'ont les enfants. C'est dur de dire que j'accepte pas ma fille, mais au début, je l'acceptais pas. Je m'appelle Thierry et je suis le papa d'une petite fille qui s'appelle Enora. Elle a aussi une grande sœur, Ondine, de 7 ans, et je suis également le président de l'association Enfants Casque France. Donc Enora, elle est née il y a 4 ans et Ondine, à ce moment-là, elle avait 3 ans, un peu moins de 3 ans. Et donc Enora est née en 2021 à Brest. La croissance se passe bien jusqu'à 3-4 semaines du terme, où il y a une inflexion de croissance qui est décelée. Enora, elle était toujours dans les courbes de sa grande sœur. Très petit bébé, faut noter. Mais voilà, pas d'alerte du corps médical. Et donc voilà, déclenchement de la grossesse je crois que c'est même pas 2 semaines avant le terme. Accouchement complètement normal. On est parents d'un deuxième enfant, une deuxième petite fille. On est sur le nuage. Tout se passe bien, franchement. Enora fait tout ce qu'on lui demande. Elle tient sa tête, elle mange le lait, c'est un peu compliqué au sein, mais comme on dîne, donc pas d'alerte non plus. Mais voilà, on est sur notre nuage, quoi. Honnêtement, il n'y a pas d'alerte. Enora, pendant, je vous dis, 3 mois, elle va faire tout ce qu'on attend d'un nourrisson. En fait, elle dort, elle mange, tient sa tête, elle joue. Et c'est après, on voit quand même vers le 2, 3e mois là que, alors déjà, elle tombe malade. Elle a atteint de bronchiolite coup sur coup, mais on voit qu'elle a quand même des problèmes à déglutir. Elle mange moins bien quand même que ce qu'elle devrait. Et c'est au cours de cette hospitalisation, en fait, coup sur coup, que va être décelé en fait son petit périmètre crânien. En fait, son périmètre crânien n'augmente pas comme il devrait. Et donc là, on va passer toute une batterie d'analyses, hein. D'abord, c'est des échographies pour savoir si les sutures crâniennes sont soudées ou pas. Donc elles sont pas soudées, tout va bien. Donc on oublie ça. Bien qu'on nous parle quand même d'opérations pour désolidariser les os s'il faut. Donc ça fait quand même tout de suite peur dès que ça touche la tête. Et après, on a un IRM suivi d'un scanner. Donc ça, c'est la veille de nos vacances. Donc le scanner se passe, l'IRM se passe. Et là, les médecins ne nous disent rien. Ils nous laissent partir en vacances parce qu'ils savent que c'est nos vacances. Et c'est qu'au retour des vacances, donc là on les remercie parce qu'ils nous ont dit ça après. On a gagné 3 semaines de sursis avant l'orage. Où là, en fait, voilà, on revenait en vacances, on nous annonce qu'Enora elle a une grave malformation du cervelet et du tronc cérébral. Et donc, bah, c'est vraiment pathologique. Et vu comment est touché le cervelet, là, c'est vraiment. On nous annonce vraiment c'est très grave, c'est le polyhandicap quasi sûr à la clé, quoi. Et forcément, c'est dur. Je vous dis, on était sur le nuage tout à l'heure, on revient de vacances, on est encore pumped up, c'est les vacances. Et là, bah, clairement, c'est le gouffre qui s'ouvre. On passe du petit nuage à 6 mètres sous pied, quoi. À 6 mètres sous terre, pardon. C'est pas très joyeux. C'est les questions combien de temps, c'est quoi le pronostic, est-ce qu'elle va vivre encore quelques années ou pas. Et là, on nous répond, la pire réponse, c'est on ne sait pas parce qu'on ne connaît pas la maladie. C'est trop rare et puis il faudra faire des tests génétiques, donc pour l'instant, on ne sait pas. En gros, on nous dit rentrez chez vous, aimez votre bébé, et voilà. Et on se revoit dans 15 jours. Après, une nouvelle, pareil, quand on apprend ça, forcément, c'est hyper dur de rentrer à la maison. Forcément, bah, y a beaucoup de pleurs, déjà, direct. Elle a compris parce que déjà, on l'avait déposée chez les beaux-parents pour aller à l'hôpital, à ce rendez-vous. On savait qu'il y avait quelque chose quand même parce qu'on était convoqués en euros. Enfin voilà, on se doutait, mais on n'imagine pas ça évidemment. Et donc on était censé récupérer Ondine après parce qu'on avait dit qu'on allait au parc, enfin voilà, qu'on allait jouer après avec elle. On n'est pas rentré. Forcément, quand les beaux-parents ramènent Ondine à la maison, bah, elle nous voit en pleurs, donc elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? On a pris le parti de pas cacher, d'expliquer. Elle a 3 ans, donc on explique avec des mots simples, hein. Mais elle a compris que sa sœur était malade, mais pour elle, c'est une maladie, on guérit dans 15 jours, quoi. Mais donc on est resté avec ça et sans cacher. On a décidé de pas cacher. Mais là, aujourd'hui, maintenant, même à 7 ans, elle a compris plein de choses, parce qu'à 7 ans, on comprend plein de choses, c'est des éponges en plus. Mais pour elle, dans sa tête, sa sœur va un jour parler, sa sœur va un jour aller à l'école, sa sœur va un jour... on ne cache pas, mais on n'a pas envie de trop casser non plus ses rêves non plus tout de suite. Elle est encore jeune, elle a besoin de faire sa vie en fait.
Donc avec Estelle, ma femme, tout de suite, on prévient les parents, les grands-parents, enfin voilà, tous les amis aussi, la famille. Forcément, on rabâche tout, donc ça refait mal encore. Le peu de choses qu'on le sait, on le rabâche et ça fait tout de suite mal. Et forcément, la famille vient tout de suite le premier soir autour, quoi. Donc, forcément, il y a des questions. Enfin, c'est compliqué de gérer, mais c'est les émotions. En fait, là, ça sort. Moi, je sais que j'ai pleuré pendant des jours. Je devais reprendre le travail c'était le 15 juillet, je me rappelle. J'ai su le 13, donc le lendemain, c'était la fête nationale. C'était fermé, férié. Et le 15, je devais reprendre, j'ai jamais repris. Donc j'ai eu 3 mois d'arrêt. Ma femme a repris le boulot parce que elle avait besoin de rester dans l'action tout de suite. Alors que moi, c'était à ramasser à la cuillère. Et c'est souvent ça, en fait, dans un couple, il y a un qui tient et l'autre qui tient l'autre. Et après, quand l'autre craque, c'est celui qui a craqué en premier qui. Donc ça, Estelle, elle a vraiment tenu. Et d'ailleurs, elle tient encore plus. Je pense qu'Estelle, elle est vraiment. Elle montre pas. Et puis par contre, c'est après que ça craque. Et quand ça craque, ça fait mal aussi. Mais elle montre. 15 jours plus tard. Donc forcément, parents en 2021, c'est vite fait de faire ce qu'on nous dit de pas faire. C'est d'aller sur Internet et de regarder ce qui se passe en fait. C'est quoi cette maladie? Parce qu'on nous a pas parlé de maladie à ce moment-là. On nous a dit votre fille a une malformation sévère du cervelet et du tronc. Alors, on n'a que ça pour chercher sur les réseaux, enfin sur Internet. Et donc avec ça, on tombe sur tout et rien. On voit encéphalopathie sévère, les enfants meurent au bout de 6 mois. Et à côté, on voit des lourds handicaps, mais voilà, il y a un spectre quand même très large. Mais forcément, le premier soir, c'est ce qu'on fait. Enfin, en l'occurrence, moi, je sais que j'ai pas dormi de la nuit, j'ai pas pu. Et j'ai cherché par tous les moyens de savoir qu'est-ce qui nous attendait. 15 jours plus tard, en fait, c'est nous qui revenons avec nos questions. C'est pas forcément les médecins qui ont des choses à apporter, c'est vraiment nous. Enfin, c'est quoi vraiment ce qu'a Enora? À quoi c'est dû? Forcément, ils savent pas. Ils nous parlent quand même de malformation d'origine génétique, mais encore une fois, à confirmer. Et d'ailleurs, on aura, alors je me projette un peu, mais on aura les résultats que 6 mois après. Enfin, que. C'est énorme par rapport à certains qui ont de l'errance diagnostique, mais nous, il nous a fallu 6 mois avant qu'on ait un mot et un nom sur ce qu'avait Enora. Donc, c'est une mutation génétique qui a provoqué sa maladie. Donc, c'est nous qui avons posé des questions. Et à ce moment-là, on a posé les questions. Donc, c'est à l'hôpital de Brest, toujours, qui est quand même. C'est un hôpital aux provinces, mais quand même un gros hôpital. Ils nous ont dit, en fait, c'est après, quand ils nous ont dit que c'était la mutation génétique, ils nous ont dit c'est le gène casque, c'est ASK. Et en gros, ils nous ont dit on ne connaît rien, voilà une publi, et voilà, c'est tout. Mais vraiment, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc Enora, pour le coup, la mutation génétique casque, donc sur le gène casque, donc elle est située sur le chromosome X. C'est donc un chromosome sexuel. Les filles, elles sont XX et les garçons sont XY. Et donc en fait, cette mutation, elle va empêcher la création d'une protéine, donc casque encore une fois. Donc c'est un nom barbare, c'est un nom anglais pour une protéine qui gère les échanges en fait au niveau des neurones et qui permet aussi la création du cerveau comme il devrait l'être chez les individus qui n'ont pas cette mutation. Et donc Enora, en fait, avec cette mutation, ces cellules, elles se sont développées, mais mal développées. Et quand Enora est née, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a eu cette évolution, à 3 mois, c'est là que les neurones y meurent, en fait. Et donc c'est là qu'on voit une dégénérescence, et donc c'est là que l'enfant va plus avoir ces milestones pour se développer, en fait. 6 mois après, donc les échantillons sont pris, etc. On envoie ça à Paris, ça revient à Brest pour avoir le résultat. Donc on apprend qu'Enora est atteinte de cette mutation. Donc forcément, on se pose la question de savoir si c'est nous. Parce que on a un premier enfant, on a un deuxième, mais on a toujours eu un projet d'avoir un troisième. Donc on se dit mince. Et donc plus tard encore, il a fallu refaire des échantillons, ça reparte, ça revienne. On apprend qu'en fait, ni ma femme, donc Estelle, ni moi ne sommes porteurs. Et c'est malheureusement la faute à pas de chance. Donc une chance sur des trilliards de chances. On nous a dit vous auriez eu plus de chances de gagner à l'euro-million 6 fois de suite que d'avoir Enora malade malheureusement de ce gène. Donc forcément on apprend que c'est casque. Donc on a un nut entre guillemets critère de recherche pour aller sur les réseaux. Et donc, les réseaux ont ça de positif quand même, c'est de pouvoir rassembler, notamment au niveau des communautés de maladies rares. Donc forcément, oui, on s'est rapproché de parents, pas forcément français dans un premier temps. Souvent, c'est des parents américains et, enfin, du moins anglo-saxons, qui ont plus aussi l'esprit du réseau et qui sont plus à étaler, entre guillemets, leur vie que ce qu'on peut être en France encore aujourd'hui. Et donc oui, forcément, on s'est mis en lien très vite avec des parents casques, entre guillemets.
Il faut savoir que la plus grosse cohorte d'enfants casques au monde, elle est aux États-Unis parce que ils ont aussi beaucoup plus accès à la génétique que nous, bien que ça arrive aussi beaucoup en France, hein. Mais il y a 200 enfants dans leur association aux US qui sont atteints de casques. Et donc leur site internet, il dit en gros que les trois quarts des enfants, ils ont moins de 10 ans, pardon. Et la plus âgée, je crois qu'elle s'appelle Gertie, elle a 41 ans à l'époque où on regarde. Donc ça nous ouvre aussi quand même des possibles qu'on n'avait pas encore à un an quand Enora souffle sa première bougie. Cette possibilité de dialoguer avec des parents qui vivent ce qu'on vit, clairement ça nous ouvre des possibilités de fou parce que on a tous les mêmes problèmes en fait. Quand on nous annonce la maladie, on nous annonce donc le polyhandicap de notre fille, donc on sait tout de suite que ça va être sévère. Mais je rappelle le contexte, on est en plein été. Donc en plein été, la France s'arrête. Donc il y a absolument personne qui nous reçoit. Il y a juste à un moment, justement au deuxième rendez-vous, quand on revoit les médecins, on se dit, on nous a parlé pour la première fois, il y a des cycles de tous les côtés déjà. On bascule dans un monde, je pense que tout le monde le dit ça, quand ça tombe le diagnostic, on bascule dans un monde qu'on découvre complètement, qu'on ne connaissait pas. Et il y a des cycles de partout. Et le premier cycle qu'on nous balance, c'est le CAMS, C-A-M-S-P. Donc c'est un centre d'accueil médico-social précoce, donc pour les enfants qui ont des problèmes spécifiques. Et donc en rentrant de Brest, on se dit tiens, on va faire un tour par le CAMS. C'est sur notre route. Et là, juste, on s'arrête. C'est le jour de leur fermeture. Et on est reçu par le médecin du centre. Donc déjà, on appelle, on est en pleurs encore. Et je pense que la détresse aussi a fait qu'ils nous ont reçus le dernier jour. Mais on est reçu par le médecin du centre qui est super sympa, qui nous reçoit et qui nous dit qu'ils vont être là pour nous. Donc déjà, on s'est dit, on tombe. Il y a des gens qui ont déjà une oreille attentive. Et ça nous a fait un bien fou. Ça nous a permis de tenir le mois d'août avant la réouverture du centre. Par contre, les médecins ont toujours été clairs là-dessus. Ils nous ont dit, on ne sait pas ce qui vous attend. Et par contre, ils nous ont toujours dit que c'est Enora qui va nous guider. On fera en fonction d'Enora. Et donc là, Enora, quand elle a du coup 4 mois, Enora, voilà, c'est encore un tout petit bébé, c'est un tout petit nourrisson. Et même, j'irais même encore à 4 ans. Aujourd'hui, Enora, ça choque personne de l'avoir dans une poussette. On n'est pas du tout sur le regard, attention, grave handicap. On sait que ça va arriver, mais on n'y pense pas. Et aujourd'hui, Enora, c'est vraiment pas du tout ça. Et par contre, on voit que voilà, c'est un enfant, elle pèse pas encore 15 kilos, elle a 4 ans. C'est un petit modèle, encore une fois. Mais par contre, elle tient pas du tout son tronc, elle tient sa tête, mais sa dodeline. Elle ne mange pas par la bouche. Ça commence à se voir, mais voilà, c'est encore une toute petite pupuce en fait. Donc voilà. Le centre, on est reçu à la réouverture en septembre. D'abord, il y a toute une équipe qui va se mettre en place autour d'Enora. Donc il y a de la kiné, il y a de l'orthophonie, enfin pas au début, mais il y a de la psychomotricité. Et puis elle est suivie par tous les spécialistes parce que Enora, elle a dans tous les sens, il y a des choses qui vont pas malheureusement. Il y a les yeux, la vision. Enora, on sait qu'elle voit, mais on ne sait pas ce qu'elle voit. Donc il y a de l'orthopsie aussi, donc kiné, j'ai dit. Cardio aussi, parce que Enora, il détecte aussi qu'elle a des malformations cardiaques qui ne sont pas graves, heureusement. Mais au début, il y a eu toute une enquête là-dessus aussi. Elle est suivie en pneumo aussi, parce que elle a fait ses premières infections comme tous les bébés, vous me direz, mais qui sont tout de suite plus graves, parce que Enora, elle est beaucoup plus fragile du coup, du fait de sa maladie et de son hypotonie. L'alimentation aussi, qui est compliquée. Donc Enora, elle se nourrissait jusqu'à ses 1 an. Et après, dégénérescence oblige aussi. Elle a perdu sa faculté à manger par la bouche. Et au début, elle a eu une sonde nasogastrique. Donc tous les aliments, 100% des aliments et médicaments, passent plus par la bouche, mais passent par une sonde nasogastrique et maintenant une sonde de gastrostomie. Au début, c'est un peu forcément, on reprend en septembre, donc la France réouvre, entre guillemets. Et là, c'est quasiment du tac au tac. Il y a tous les rendez-vous qui s'enchaînent, mais vraiment, on a un planning de ministre, comme beaucoup de parents qui ont un enfant handicapé. Et donc, non, après, au début, une fois que c'est tout début, forcément, c'est un peu boum, 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 on enchaîne. Mais après, ça se met en place. Mais ça reste lourd. Parce que Enora, elle a toujours un planning de fou. C'est le lundi, c'est kiné. Le mardi, c'est kiné, orthophonie, psychomotricité à la piscine.
Le mercredi, c'est rebelote kiné. Le jeudi, on souffle un peu. Et le vendredi, maintenant, on fait de l'équithérapie. Mais c'est parce que ça, c'est nous qui voulons. Mais voilà, elle a toujours quand même c'est minimum 5-6 rendez-vous semaine. Puis après, il y a tout le suivi médical qu'il faut rajouter à ça, quoi. On est en droit de dire il y aura une prise en charge et on va être aidé. Mais franchement, si on n'est pas là à 100% dans le rendez-vous pour votre enfant, bah, en fait, on se rend compte qu'il y a des loupés. Alors, ils peuvent pas penser à tout, mais il faut être au taquet pour, entre guillemets, s'assurer que son enfant va être bien pris en charge. Et donc, ça me faisait du mal parce que j'étais pas là mentalement. Et en plus, il fallait se rajouter tout ce suivi. Et là, vraiment, je remercie encore ma femme parce que si elle n'avait pas été là, je pense que ça aurait été encore pire que là où on est aujourd'hui au niveau du suivi avec Enora. Bah, elle a tenu la boutique, hein. Elle a tenu la baraque, il faut dire ce qui est. Elle a géré tout le quotidien. Elle a été beaucoup là pour Ondine aussi, parce que Ondine, fallait entre guillemets s'en occuper. Elle demande que ça. Elle a 3 ans, jusqu'à maintenant encore aussi, elle demande que ça. Mais elle a tenu vraiment toute l'intendance à la maison, les rendez-vous, jusqu'à ce que je me remette sur pied. Il a fallu du temps, hein, il m'a fallu, mais c'est encore compliqué aujourd'hui, hein, j'ai toujours des traitements, mais il m'a fallu beaucoup de temps avant de reprendre le quotidien comme c'était avant. Pour aider les parents qui seraient face à des situations comme ça, moi je leur dirais déjà, comme tu dis, de pas culpabiliser. C'est sûr, c'est compliqué. On est les premiers à s'en vouloir. On se dit mince, c'est notre faute. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Pourquoi nous? C'est toutes les questions qui reviennent tout le temps. Mais il faut prendre le temps. On est tous différents. On va tous réagir différemment. Encore une fois, j'ai rencontré en Espagne un papa qui venait, lui, d'apprendre ce diagnostic. Alors, pas pour cette maladie, mais pour une autre. C'est pareil. La douleur est toujours la même. Et il me demandait, mais comment t'as fait pour revenir comme ça, dynamique, peps, souriant? Je lui dis, mais tu vas trouver ta route. C'est juste qu'il te faut que tu te donnes du temps. Le temps répare pas tout, mais quelque part, il te permet de revenir à une vie que tu vas retrouver toi-même. Et ça sera peut-être plus la même vie qu'avant, c'est sûr, mais ce sera une nouvelle vie et ce sera ta vie. Donc c'est le temps en fait. La clé, c'est le temps. Et c'est bien pas accepter, j'allais le dire, mais il faut pas. Moi, j'aime pas le mot accepter, mais on s'adapte. Et on s'adapte. Ça fait mal, c'est sûr. C'est pas la vie qu'on rêve, dont on est rêvé, mais encore une fois, il n'y a pas le choix. Soit c'est ça, ou soit on coule. Et couler, je pense que c'est pas la meilleure option. Enfin voilà, et Nora, du coup, elle est fragile. Elle retombe souvent malade. En plus, viennent des choses. En fait, dans le parcours, c'est ce que je disais aussi au papa enfin, en Espagne, dont je parlais. Nous, il n'y a jamais eu. Il me dit, ouais, mais il y a un moment où ça s'est calmé quand même. Lui, il était encore dans cette phase de tout vous tombe dessus et il y a tous ces fameux rendez-vous, tout ça. Et je lui dis: «Mais non, nous non plus, ça s'est pas calmé, nous et Nora». Donc elle a eu, cette, fameuse un peu phase où elle a perdu des facultés qu'elle avait. Je me souviens encore, hein, on la mettait sur le dos, elle se retournait, enfin voilà, elle faisait ventre, dos, ventre, elle attrapait des objets, enfin du moins elle semblait vouloir attraper des objets. Tout ça, il y a plus. Et donc ouais, ça a été dur et encore une fois, il y a eu des choses, il y a eu l'épilepsie à ses 1 an. Elle faisait pas d'épilepsie, donc on se dit: «Putain, il y a encore un coup dur, c'est encore un truc». Donc après, il y a eu cette fameuse sonde de gastrostomie. Il y a le sommeil aussi qui s'est dégradé. Donc quand on dort plus, c'est pas possible, c'est juste, enfin, la base, c'est le sommeil. Et là, c'était des nuits, on faisait des nuits de 3 heures, quoi. Donc heureusement, nous, ce qui nous a permis de tenir, c'est les proches. Et là, j'en profite aussi pour remercier les beaux-parents et les parents, parce que sans eux, je ne sais pas où on serait, mais on serait pas là. Et eux, ils nous permettent d'avoir des nuits, ils nous prennent des nuits, en fait, Enora, pour qu'on dorme. La base, c'est le sommeil. Et sans ça, on ne pourrait pas, en fait, tenir. Voilà. Et donc, c'était compliqué aussi, pour reprendre la question, c'était compliqué aussi parce que mentalement, moi, je m'en voulais, parce que, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants pour reproduire le cadre un peu idéal de ce que nous, on avait vécu. Et du coup, là, c'était tout l'inverse. C'était vraiment l'inverse. C'était vraiment le négatif de la photo où je jouais plus avec mes filles, mais vraiment mes filles. Parce qu'au début, il faut dire ce qui est. Moi, au début, Enora, je pouvais même plus la voir, en fait. Bien que j'ai toujours aimé les enfants, vu qu'on me disait que c'était un enfant qui allait malheureusement avoir une vie très, très compliquée, en fait, je pouvais plus. J'ai vraiment eu des pensées, mais très, très noires. Et il m'a fallu du temps même pour accepter ça, de accepter Nora comme elle était. C'était pas sa faute.
Et ça, c'est ma mère aussi qui m'a souvent dit ça, mais c'est pas sa faute, ne va pas la condamner une double fois. Elle a pas voulu avoir cette maladie et maintenant elle est là, bah, il faut s'en occuper. Mais il m'a fallu du temps avant que ça rentre là-dedans. Et c'est dur de dire que j'accepte pas ma fille, mais au début, je l'acceptais pas. Et encore aujourd'hui, quand je pense à quand c'est dur, je lui dis, enfin, je me dis, j'entends cette voix dans ma tête qui me dit, mais aide-la. Elle a besoin d'être aidée et personne ne l'aidera sinon. Donc, si tu l'aides pas vraiment, tu la condamnes une deuxième fois. Donc, aujourd'hui, vraiment, ça, c'est des phrases que je me répète et qui me font, entre guillemets, rebooster pour aller l'aider. Il y a eu l'épilepsie, il y a eu la sonde et il y a eu ces douleurs qui sont arrivées Enora a 4 ans, qui sont arrivées à quasiment ses 3 ans. Et Nora, du jour au lendemain, elle nous a fait des crises, mais à se tordre, mais vraiment de douleur, mais c'était presque à penser un peu comme l'exorciste, mais c'était vraiment la crise, on pouvait même plus la contrôler, on avait mal pour elle. Le problème d'Enora, c'est qu'elle parle pas. Donc elle ne sait pas, même montrer ou pointer du doigt, elle peut pas dire j'ai mal là. Donc c'est très compliqué de se dire mais qu'est-ce qu'elle a. Donc là on se fait des check-up, de dire qu'est-ce que j'ai donné à manger, qu'est-ce qu'on a fait, est-ce que je l'ai exposé à de la lumière, enfin vraiment on se fait des check-up et on se dit mais qu'est-ce qui se passe. Et il nous a fallu 1 an, et c'est très long, hein, parce que les crises c'était quasiment toutes les 2 semaines. Et des crises qui durent 5 à 6 jours où Enora elle se tord de douleur mais à en pleurer mais pendant des heures quoi. On a été plusieurs fois à l'hôpital, personne ne savait nous dire ce qu'avait Enora. Et donc ça a duré 1 an. Et on a toujours eu cette, cette intuition de se dire que elle avait mal au ventre. Mais ça paraît logique en fait. Un enfant qui se plaint, c'est soit le ventre, enfin, soit il a une douleur physique, soit il a une douleur, une migraine ou quelque chose. Et, mais c'est débile de se dire ça, mais nous on disait que c'était le ventre, mais il a fallu 1 an avant que le corps médical comprenne que c'était peut-être le ventre et qu'une infirmière, mais c'est vraiment une infirmière qui a voulu tester ça, a voulu mettre des lavements en place pour Enora. C'est débile, hein. C'est rien du tout de faire un lavement aujourd'hui. Et une fois qu'on a mis en place ces lavements, 1 an après, les douleurs, on voit qu'elle est gênée. Parce que Enora, encore une fois, elle est polyhandicapée, elle n'a pas la faculté de la marche. Et la marche, ça nous aide avec le transit. Et Enora aussi, donc elle ne commande pas comme il faut tout son corps, et même inconsciemment, le péristaltisme de l'estomac, tout ça, c'est pas contrôlé à cause de cette foutue maladie. Et donc, le lavement, ça lui permet au moins de la soulager. Et là, il y a plus ces grosses douleurs quasi tous les 2 semaines. On voit qu'elle est gênée, mais en gros, on fait un lavement et hop, c'est bon, on la soulage. Mais il a fallu 1 an. Donc c'est là aussi où, quelque part, on se dit, on n'est pas forcément bien pris en charge encore aujourd'hui en France quand on parle de maladies rares. Alors, on est en colère, on est vraiment en colère. Je vais le sourire, mais oui, on est en colère forcément parce qu'on se dit, mais merde, écoutez-nous. Je suis désolé, je vais dire des gros mots, mais oui, on veut secouer le cocotier de tout le monde. Alors forcément, il n'y a pas de moyens en face. On sait la crise de l'hôpital, on sait tout ça. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas laisser des patients et encore plus des enfants souffrir. Surtout souffrir comme ça. C'est ce que j'ai toujours dit et encore là récemment, je dis aux médecins, si Enora avait eu la parole, elle n'aurait pas été soignée de la même façon que si elle avait été polyhandicapée. Et c'est vrai. Parce que voilà, je pense que les choses, si on les dit, on peut les dire, on peut gueuler, on peut faire tout ce qu'on veut, mais si on les dit, et encore plus si l'enfant peut le dire, ça n'a pas le même impact que si un enfant, entre guillemets, handicapé, on le laisse là, il va pas dire, il va pas gêner lui. Mais vraiment, c'est ça en fait, la France, c'est que on laisse un peu, entre guillemets, les handicapés dans leur coin. Elle est toujours nourrie par sonde, Enora. Ça nous aide. Alors, ça l'a sauvée, Enora, hein, clairement. Si les médecins nous avaient... On est en colère contre les médecins, mais d'un autre côté aussi, il y a des médecins qui sont là. Heureusement, ils ne sont pas tous à critiquer. Il y a des très bons médecins. Mais la sonde, si clairement Enora l'avait pas eu, elle serait plus là. Parce que elle pouvait plus s'alimenter. On voulait pas, hein. Au début, nous, on était là, non, non, on veut faire les plats. On voulait même faire nos plats à nous. On a testé tout ce qu'on voulait, les petits plats maison, préparés maison. Au début, c'était que du 100% maison. Après, on mixait avec le lait industriel, parce que c'était plus que ça qu'il fallait donner, parce que sinon, elle était dénutrie. Donc, elle est nourrie 100% par sonde, et ça permet maintenant aussi de donner tous ses médicaments. Parce que Enoa, elle a des médicaments, enfin, je veux dire, dans les maisons de retraite, ils n'ont rien à enlever à envier à ce que Enoa a aujourd'hui. Elle a une multitude de médicaments, et si elle n'avait pas ces sondes, on ne pourrait pas les donner parce qu'ils ont un goût, mais franchement dégueulasse.
et tout passe par son. J'ai créé l'asso, je me souviendrai encore, j'étais en, pas hôpital psychiatrique, mais clinique, en gros, parce que j'ai vraiment pété des câbles, encore une fois, mais vraiment, c'est ma femme qui m'a dit, mais va te faire soigner, parce que là, franchement, tu n'aides personne. Donc j'ai passé du temps, j'ai pas peur de le dire, en hôpital psy. Alors clairement, ils font rien, à part donner des médicaments et vous laisser dans une chambre, mais ça permet quand même de cogiter. On voit des psychiatres, mais franchement, ça sert pas. La solution, elle vient de là. Elle vient pas tout de suite, en tout cas, de l'extérieur. Et donc après, j'étais en clinique et je me suis retrouvé avec des drogués, des alcooliques, enfin toute une faune que je connaissais pas. Et c'est là que je me suis dit, mais je suis pas à ma place. Alors ils étaient très sympas. J'ai parlé avec des gens super sympas. J'ai dit pas qu'ils sont voilà, mais ça m'a fait tilt de me retrouver là. Et un soir, j'ai créé l'asso parce qu'en fait, encore une fois, j'avais contacté une maman du Sud Finistère, donc proche de chez nous, et qui m'a dit mais fais une asso, très vite fais une asso. Alors faire une asso quand on est au fond du gouffre et qu'on n'a pas la tête à ça, c'est pas le truc qu'on a envie de faire en premier. Mais encore une fois, c'est le temps. Le temps, donc là, c'est 3 mois après l'annonce. Donc je me retrouve encore en cellule psy. Et c'est le soir dans ma chambre, j'ai commencé à pianoter, à me renseigner comment faire une asso. Et puis en fait, au début, j'ai pas créé l'asso, j'ai fait la page Facebook. Et en fait, là, c'était le besoin de parler. Il fallait que moi ça sorte. Alors on n'est pas pareil encore une fois, les parents souvent il y a un qui craque et l'autre qui craque pas, mais pareil enfin moi et Estelle c'était ça. Moi je voulais parler très vite et il a fallu que je fasse sortir d'une façon ou d'une autre et j'ai écrit en fait. Donc il est toujours là, il est toujours en ligne sur la page, ce ressenti de ce qu'on a vécu à ce moment-là. D'ailleurs je l'ai toujours pas relu, il faudrait que je le relise 4 ans après, enfin 3 ans après. Moi j'ai écrit et après j'ai créé la page quasiment à la sortie de la clinique en fait. Donc la page au début c'était pour parler et il fallait que c'était un exutoire en fait. Il fallait vraiment que ça sorte et ça me faisait du bien en fait. Et puis quelque part aussi pour chercher du soutien. Parce que quand ça je le dis pas assez, quand ça vous tombe dessus, franchement vous vous sentez mais seul sur terre. Parce que bah, le monde que vous connaissez, il n'y a plus de repères. Hein. C'est même les amis. C'est pour ça aussi la page Facebook, ça m'a aidé. Sur Facebook, on a beaucoup d'amis virtuels, mais dans la vie, les amis, c'est souvent aussi, et ça, c'est pas un mythe, quand ça vous tombe dessus, c'est dans la tempête qu'on voit les bons amis. Parce que moi, franchement, alors, encore une fois, Estelle différent de moi, mais moi, mon groupe de potes que je connaissais depuis la maternelle pour certains, du jour au lendemain, il n'y a plus personne, mais vraiment plus personne. Au début, on sent une gêne, on se dit, mais enfin, voilà, il y a l'excuse de on ne sait pas comment vous aider, on est mal à l'aise, on a peur de mal faire. Mais dans le temps, en fait, ça s'installe et en fait, on perd les amis qu'on connaissait. Mais vraiment. Et ça, c'est dommage. Tout le monde ne réagit pas pareil. Hein. Encore une fois, c'est pas parce que ça m'arrive que ça va arriver à d'autres. Mais beaucoup de parents avec qui j'ai échangé, c'est vraiment arrivé. Et finalement, les amis qu'on garde, c'est pas forcément les amis qu'on avait en tête si un jour ça devait nous arriver. Et au contraire, du côté d'Estelle, alors je pense que c'est les filles qui veulent ça. Les filles, c'est peut-être plus soudé, ça se dit peut-être plus les choses. En tout cas, quand ça touche à la famille. Et elle a gardé tout son groupe de potes. Et je dirais même les conjoints des filles du côté d'Estelle. Eux, par contre, ils sont restés aussi super soudés. Mes amis d'école que j'avais, d'école d'ingé, tout ça, ils sont restés très soudés. Donc pourtant, c'est des gars. Mais pourtant, mes potes d'enfance. Donc cette association, donc au début c'est la page, donc c'était pour pas trouver du soutien. Et il y a eu tout de suite du soutien. Et c'est plus tard que l'asso s'est créé parce que encore une fois cette super maman, Emmanuelle, pour pas la citer, et ben elle m'a dit crée une asso parce que tu vas voir ça va t'apporter du soutien déjà mental, mais en fait ça va être thérapeutique pour toi. Et au début je voyais pas du tout ça comme une thérapie, enfin une thérapie. Je me dis mais non ça va encore nous attirer encore des problèmes ou des trucs à faire alors qu'on n'a pas que ça à faire. Au début, on est dans la phase de... faut s'occuper des Nora. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui vous tombent dessus, tous les thérapies, tout ça, mais ça ne se met pas tout seul en place. Si on n'est pas derrière, ben Nora, on aurait peut-être pu attendre un an avant que ça arrive. Donc il a fallu d'abord mettre ça en place. Et pour revenir à l'assaut, vraiment maintenant, aujourd'hui, je pèse mes mots. Au début, il a fallu sortir tout ça d'une façon ou d'une autre. Et maintenant, c'est vraiment thérapeutique parce qu'en fait, Enora, elle a une maladie rare qui est orpheline, donc qui ne se guérit pas. Et c'est ma façon à moi, aujourd'hui, via l'asso, d'aider ma fille. Parce que grâce à l'asso, on récolte des fonds.
et on achète du matériel spécialisé pour Enora qu'on n'aurait jamais pu s'acheter parce que dès qu'il y a l'estampille handicap, tout de suite, le prix est multiplié par 10 par rapport au standard. Et on va aussi à l'étranger pour des thérapies pour Enora qu'il n'y a pas en France. Et sans cet assaut, clairement, on ne pourrait pas. Financièrement, ma femme a réduit son temps de travail. Moi, je travaille toujours à temps plein jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nos parents tiennent, j'ai envie de dire. Mais sans l'assaut, on pourrait pas. Et donc, en plus d'être thérapeutique, on aide Enora. Donc, enfin, vraiment, c'est ma façon. J'ai toujours dit, si Enora va mieux ou va bien, moi, j'irai bien. Et donc, vraiment, c'est cet assaut qui me permet de dire ça aujourd'hui. Donc, l'association, elle est vraiment, quand on parle d'association, c'est l'association Enora, Tous avec toi. Donc, c'est l'association qui a été créée pour ma fille. C'est vraiment au niveau local. J'ai envie de dire départemental dans un premier temps. Mais là, on commence à avoir des soutiens. On a eu des trails qui font des trails nationaux qui ont voulu participer pour soutenir l'asso. Mais oui, c'est beaucoup de soutien local. Après, il y a plein de gens qui nous suivent, même dans toute la France, parce que, bah voilà, encore une fois, il y a la deuxième asso, on y viendra. Mais oui, il y a beaucoup de gens, même à l'étranger, les Américains, les Anglais, tout ça, on est tous soudés et on s'envoie du soutien à travers la planète, quoi. Ouais, l'association, elle nous permet de partir en Espagne, pour le coup. Nous, on a fait le choix de l'Espagne. Alors, on a d'autres pays, la Pologne, la Roumanie, les US aussi. Nous, on va en Espagne. Il y a un centre qui s'appelle le centre RIE, donc c'est à Madrid. Et en fait, c'est des centres dits de thérapie intensive. Alors, j'aime pas le mot intensif parce que tout ça peut faire peur. Notamment, ça effraie les médecins français qui ne sont encore pas trop au fait de ça. Mais en fait, c'est intensif dans le sens où, en fait, on a de la kiné, par exemple, tous les jours, de l'orthophonie tous les jours, de la psychomotricité tous les jours. Où ils ont même des machines, par exemple, pour faire simuler la marche. Là, je pense à une machine, le Locomat. Ils en ont 4 en Espagne. Il y en a une seule en France aujourd'hui, elle est à Nice. Et c'est impossible de faire des tests, enfin de faire pratiquer cette machine, enfin ces exercices à nos enfants en France, parce qu'il n'y en a qu'une. Donc on va en Espagne, à Madrid, et donc c'est un centre privé. Mais les prix, c'est exactement les mêmes qu'en France. C'est juste qu'encore une fois, il y a juste la dispo pour nos enfants. Et dans les pathologies qu'ont nos enfants, notamment quand c'est neuro, il n'y a que la répétition des gestes ou des apprentissages qui vont faire qu'ils vont acquérir ou du moins ne pas perdre leurs facultés. Et ça, ben, on a trouvé vraiment, on a cherché parce que c'est pas de notre propre plaisir qu'on part en Espagne, loin, c'est pas remboursé en plus, tout ça c'est l'assaut. Mais on a cherché, mais il n'y a rien en France. Vraiment rien. Il y a des centres qui existent, par exemple pour les paralysés cérébraux ou pour les handicaps moins lourds, mais pour les handicaps comme Enora, non, on n'a pas d'autre adresse que d'aller en Espagne. Et ils sont franchement au top. Ils ont des choses qu'on n'a pas en France dans notre suivi en kiné ou en ortho. Par exemple, l'orthophonie, ils nous ont montré une tablette oculaire. On a découvert ça là-bas, on ne connaissait pas. Et en fait, c'est avec les mouvements des yeux, ils arrivent à voir les centres d'intérêt d'Enora. Et ils arrivent à aussi communiquer avec Enora. Donc ça, c'est le prochain achat aussi de l'association. C'est peut-être cette tablette. Alors ça coûte un 1 et 4 zéros derrière. Mais c'est top. Ils nous montrent des choses qu'on ne nous montre pas en France. Et ils nous ouvrent en fait des pistes de soins. Je reviens aussi sur la kiné. Enora, elle a beaucoup d'appareillage. Alors c'est bien, il y a un suivi en France. Mais le suivi, il est souvent décousu entre le rendez-vous pour les moulages, le rendez-vous à l'essayage, et après le rendez-vous où il faut déjà refaire les moulages parce que bah, l'enfant grandit. Et eux, en fait, l'Espagne, le fait qu'ils nous voient entre eux tous ces différents rendez-vous, ils corrigent des choses déjà. Et ça permet d'anticiper les corrections qui ne seraient pas vues en France, ou même des défauts de conception. Là, le dernier truc, c'est les attelles de pied d'Enora, parce qu'Enora, elle a les pieds en équin, donc elle a des attelles. Et les kinés espagnols nous ont dit, mais elles n'ont pas été bien faites. Donc, ils nous ont donné des tips pour corriger les futures attelles. Et non, ça, c'est génial, quoi. Parce que derrière, il faut les porter quasiment 10 heures par jour. Donc, c'est pas le but de lui faire mal, quoi. On sait que ça va être compliqué. Kenora, comme je disais, elle est pas de chance, maladie rare, mais encore pas de chance du côté sévèrement touché. Donc, ben aujourd'hui, pour vous faire déjà le topo sur Enora, donc Enora a 4 ans. Elle ne parle pas, elle n'a pas de motricité globale, c'est-à-dire qu'en gros, elle ne peut pas se déplacer par elle-même. Le 4 pattes, tout ça, elle ne sait pas faire. Même tenir assis, comme là, je me tiens, elle s'affaisserait si elle n'est pas maintenue. Pas de motricité fine. Elle ne sait pas aller saisir un objet. Elle le faisait, mais elle l'a perdu. Enfin, elle voulait en tout cas initier le mouvement, mais elle a perdu cette faculté. Elle a des troubles oculaires. Encore une fois, elle voit, notamment les mouvements, ou par exemple les contrastes, noir sur blanc, ça elle voit très bien.
mais on ne sait pas ce qu'elle voit. Est-ce qu'elle voit qu'une partie du champ? Est-ce qu'elle voit... Enfin, on ne sait pas. Personne ne sait nous dire. Elle a des troubles de l'audition. Donc, par exemple, si je fais du bruit ici, alors il y a du mieux grâce à l'orthophonie. Mais si je fais du bruit ici, elle va d'abord pas comprendre d'où vient le bruit. Elle entend. Elle entend certains sons, mais elle va pas savoir d'où vient le son. Ou du moins pas tout de suite. Mais il y a encore une fois du mieux, donc ça fait partie des pistes qui nous disent qu'il y a de l'espoir. Par contre, ce qui est top avec Nora, c'est qu'elle réagit vachement au rire. Ça, franchement, ça nous motive à 3000%. Elle est super rigolote. Et donc, comme pour revenir aussi à sa situation, donc elle a une petite de 4 ans qui a fait de l'épilepsie sévère, pharmacorésistante. Donc, elle n'a pas des crises convulsives qu'on peut voir dans les films, mais elle a des crises où elle va faire des mouvements répétés, ou cligner des yeux, ou avoir des absences. Donc, ça, on surveille de près, parce que l'épilepsie, franchement, ça rase tout, hein. On a vu, nous, une fois qu'on était parti à Madrid, elle avait fait franchement des progrès, même dans son maintien. Alors, c'était pas comme une personne entre guillemets normale, mais il y avait du progrès. L'épilepsie est arrivée, ou du moins on n'a pas réussi à la casser avec les médicaments, et enfin, ça a fait un ras de tout ce qu'elle avait appris, et on l'a retrouvée pire que ce qu'elle avait acquis, quoi, après avoir réussi à maîtriser cette épilepsie. Le sommeil aussi, je reviens sur le sommeil, elle ne dort pas beaucoup, donc forcément elle a un rythme complètement décalé. Des fois elle va nous faire une méga sieste en pleine journée, alors qu'on attend d'elle d'un rendez-vous kiné. Bah non, bah, pas de chance. Donc ça c'est compliqué aussi à gérer. Et ouais, donc elle marche pas. Donc aujourd'hui on la porte comme un sac à patates, hein. C'est triste à dire, mais c'est vraiment ça. Elle ne tient rien du tout. Et à côté de ça, elle a des hyper tensions des membres. Donc par exemple les bras, des fois elle est hyper raide des bras, des jambes. Mais il faut travailler ça au quotidien. Et donc, bah, ça, on fait beaucoup. On essaye du moins quand elle est en forme, quand il n'y avait pas ces foutues douleurs, parce qu'on n'allait pas l'embêter avec ça non plus. Mais on essaye, en plus d'être parent, d'être soignant. Et ça, c'est des choses que disent beaucoup de parents aussi. Parce que ben, si on veut que l'enfant progresse, ou du moins ne perde pas ce qu'il a acquis, et ben, si on ne fait pas un minimum soi-même à la maison, eh ben, c'est pas avec ce qu'on a en France que ça va progresser, malheureusement. Et donc, encore une fois, c'est pour ça que beaucoup de parents se tournent vers l'étranger. Et donc, pour répondre à la question de qu'est-ce que va devenir Enoa, ben, on ne sait pas. On préfère pas y penser. Et encore une fois, pour reprendre ce que disait ma mère, pour le coup, elle me disait au jour le jour. Ne va pas t'inventer des problèmes qui sont pas là encore. Donc, t'essayes. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais franchement, elle a raison. Il faut vivre au quotidien. Essayer du moins. Et ça, c'est pas facile, mais il faut vraiment le faire. Sinon, on se fait des nœuds dans la tête. Les plus durs, c'est quand Enora avait ses douleurs. Là, on se sent mais démuni. C'est souvent en plus en pleine nuit. Et c'est là qu'on se dit, mince, il faut aller à l'hôpital. On sait qu'ils vont rien faire, parce qu'ils pendant un an, ils faisaient rien. Mais c'est vraiment ces moments-là, c'est les moments les plus durs parce que elle pleure, elle se tord de douleur. On peut rien faire. Et en plus, vous êtes hyper crevé. Et là, vraiment, c'est ça où on se dit, mais punaise, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cette vie de taré? Parce que c'est vraiment ça, c'est une vie de taré. C'est là le plus dur. Les sourires, son petit rire, même avec Ondine, parce que ben elles sont quand même complices. Et c'est pas la complicité qu'on attendait, mais c'est une complicité quand même. Et ouais, c'est quand on est tous les quatre, parce que la maladie, elle vient quand même aussi gâcher ça. C'est, comme je disais tout à l'heure, reproduire ce que je voulais reproduire. J'insiste là-dessus, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Et la maladie ben, fait qu'on est souvent deux et deux. Un avec Ondine, et l'autre avec Enora. On est vraiment obligé de se splitter, on peut plus faire ce qu'on faisait avant. C'est débile, hein, mais sortir, aller se balader, aller au resto, ben, c'est tout de suite compliqué. Et ben, c'est vraiment quand on est à 4 et qu'on pèse notre moment, on se dit tiens là on est à 4, on va profiter. Ça c'est les meilleurs moments. Ben, ça fait réfléchir parce que on avance avec la maladie, on avance avec Enora et on voit que ben, ça va pas en s'amenuisant, hein, la prise en charge. Encore une fois, un enfant, c'est facile de le prendre, de le porter. Quand on sait qu'il va marcher ou qu'il va se débrouiller un jour, on n'a pas la même charge, même mentale et même physique. Mais Nora, on sait que ça va être compliqué parce qu'elle va continuer à grandir. Et on sait qu'il y a des choses qui menacent, par exemple la scoliose. Et Nora, elle a un début de scoliose, mais on sait que malgré tous ces appareillages et tout ce qu'on fait pour corriger ça et freiner, on sait qu'elle aura un corset un jour. Donc on sait qu'il y a encore des complications qui arrivent. Et du coup, donc pour le troisième enfant, alors on en a parlé.
Moi, j'en ai encore reparlé à Estelle, ma femme, mais enfin, je vois aussi que c'est pas possible, quoi. Enfin, on se tirait une balle dans le pied, et puis on pourrait plus s'occuper aussi bien d'Ondine et de Enora que ce qu'on fait aujourd'hui, et Dieu sait si c'est lourd, quoi. Ondine, souvent, elle nous dit, ouais, j'aimerais bien que tu t'occupes de moi comme tu t'occupes d'Enora. Forcément, on prend beaucoup plus de temps avec Enora parce que ben, le quotidien, rien que pour manger, il faut la mettre dans sa chaise. C'est une chaise, c'est Robocop, hein. Faut la mettre dans sa chaise, la sangler de partout, lui mettre sa pompe pour le lait, et cetera. Et après, il faut jouer avec Ondine en même temps qu'il y a Enora, avoir un œil sur Enora, quand on est tout seul à la maison. Moi, j'ai mis du temps à pouvoir faire ça, hein, rester tout seul avec les 2 filles à la maison. Estelle, elle a été là tout de suite pour faire ça et prendre le relais, mais j'ai quand même mis du temps. Moi, il m'a fallu quasiment 1 voire 2 ans, même je pense 2 ans d'ailleurs, Estelle me corrigerait, avant de pouvoir le faire. Rester tout seul à la maison avec les 2. Parce que je pouvais pas mentalement passer de Ondine, qui est un enfant entre guillemets «standard» avec ses besoins d'enfant standard, à Enora où c'est le monde médical, quoi. On passe du blanc au noir presque entre guillemets, mais c'est vraiment l'hôpital à la vie de famille. Et donc Ondine, elle nous a dit, plusieurs fois: «J'aimerais bien que vous soyez là pour moi comme vous êtes pour Enora», ou même une fois, elle nous a dit: «J'aimerais bien qu'Enora retourne à l'hôpital, comme ça moi j'ai toujours toi ou maman pour s'occuper de moi». Elle nous le dit avec ses mots, on sait que c'est pas mal pensé, mais c'est parce qu'on voit bien qu'elle a besoin de l'attention, qu'il faudrait qu'on lui accorde. Même, je dirais même une fois, Ondine, j'étais tout seul à la maison avec elle, je jouais avec elle. Donc c'était proche du début de l'annonce, donc j'étais encore vraiment c'était noir, hein, là-haut. Et Ondine m'a dit des mots qui me sont restés, c'est «Papa, j'aimerais bien que quand tu joues avec moi, quand tu rigoles avec ta tête et pas seulement avec ta bouche». Et elle avait 4 ans. Donc quand elle m'a dit ça, je me suis levé et j'ai été pleurer dans la cuisine. Mais vraiment, parce que il y a pas un mot de trop et ça sort avec la justesse qu'ont les enfants. Et bah, enfin, ça m'a touché, mais vraiment à un point de fou. Et ben voilà, et ça m'a fait penser aussi qu'il fallait pas l'oublier. Parce qu'au début, j'oubliais un peu tout le monde en fait. Comme une fois, enfin, je redis, il n'y a plus de repères. Il y a vraiment plus de repères. On se balance dans un nouveau monde, on sait plus qui on est, c'est plus la même vie. On a un enfant malade et ça prend tout en fait. Et là, le fait qu'Ondine me dise des choses comme ça, elle m'a ramené quelque part aussi dans sa réalité qui était notre réalité d'avant. Donc elle a ramené un peu l'équilibre à la maison. Donc pour faire le lien avec toute l'histoire là jusqu'à présent, donc comme je disais, très tôt, on s'est mis en relation avec des parents à l'étranger. Et il y avait des associations de patients casques à l'étranger. Donc j'ai dit US, Angleterre, Australie. Et eux, c'est souvent des mamans. C'était vraiment des superwomen et elles ont créé ces associations pour faire avancer la recherche. Parce qu'il faut savoir que c'est une maladie ultra rare, je ne l'ai pas dit, mais ça touche moins d'une personne sur 2 millions. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau mondial, en France, on est 30. Au niveau mondial, on estime c'est sous-diagnostiqué, on est moins de 800. Et donc, il n'y a pas de recherche, hein, clairement. Et donc, ces associations, le but, c'est de financer la recherche. Et quand on a échangé pour la première fois avec ces mamans, et ben elles m'ont dit, mais t'as l'air vachement au courant au point de ce qui se fait en biologie et en recherche. Alors c'est aussi par la formation, et elle m'a dit, mais pourquoi tu crées pas ta propre asso en France? On n'est pas assez nombreux déjà pour lever des fonds. On n'est pas enfin, c'est la maladie qui veut ça. Mais plus on sera nombreux, forcément, plus on aura de fonds. Donc c'est de là qu'est venu le tilt. Et là, avec d'autres mamans françaises que j'avais aussi contactées par les réseaux, on s'est dit, mais oui, on ne va pas laisser regarder les autres se battre pour nous. On va aussi créer cette association Casque. Et donc ça, c'est quasiment 1 an après Enora. Donc c'était encore un autre truc de se dire, on va encore se lancer là-dedans et se rajouter du boulot. Mais encore une fois, c'est toujours pareil, c'est l'aspect thérapeutique. Parce que je me dis que je fais ça pour Enora, mais je fais aussi ça pour maintenant d'autres enfants et d'autres futurs parents qui pourraient vivre ça. Et j'aurais été bien content d'avoir cette association-là si ça nous est arrivé. Et donc, bah voilà, en 2022, septembre 2022, l'association est créée. Donc, il faut tout faire les paperasses qu'on aime bien en France pour créer tout ça. Mais l'asso est créé et très vite, on se rapproche de chercheurs, de médecins, parce que ça, c'est encore une fois les anglo-saxons qui nous ont dit, mais très vite, faites votre réseau pour déjà montrer que vous êtes là.
et avoir aussi votre crédibilité. Parce que s'il n'y a pas de chercheur derrière vous ou pas de médecin qui vous parraine, ben, clairement, ça va pas aller très loin cette affaire. Et donc, ben, ça a été compliqué en France parce qu'il y a beaucoup d'assauts déjà qui existent. Mais les médecins au début voyaient d'un mauvais œil l'association parce qu'ils disaient mais pourquoi vous n'êtes pas dans une plus grosse association? Oui, mais désolé, on n'a pas envie de se noyer dans des grosses associations. On a envie vraiment de travailler pour cette maladie rare, pas d'autres associations. Par exemple, en France, on pense au Téléthon. Mais le Téléthon, c'est d'abord pour les maladies neuromusculaires, ce qui n'est pas le cas de casque. Donc, on a d'abord créé cette association-là pour les patients casques. Et donc, on s'est entouré de médecins, d'abord étrangers. Ça paraît bizarre. Mais après, une fois que les étrangers ont mis leur griffe sur l'association et ont validé les missions de l'association, donc c'est la recherche, en plus de rassembler les familles, et bien bizarrement, ça a attiré des médecins français et des chercheurs français. Et là, aujourd'hui, on est à 2 ans de l'association, enfin, ouais, 2 ans, on va dire, d'existence. On a financé un projet de thérapie génique aux US qui est toujours en cours. Alors, pas sur modèle animal, hein, mais déjà sur la validité de la théorie sur boîte de pétri. Donc, c'est le concept qu'on cherche à valider. Donc, ça, c'est en lien avec les collègues étrangers. On a un projet d'étude prénatale, là, qui est en cours à Paris. Donc, l'idée, c'est de mieux diagnostiquer la maladie. On sait que c'est peut-être diagnosticable parce que, comme je disais, l'enfant, il a un problème de croissance sur la fin, et notamment sur le cervelet et sur le tronc. Et ça, si c'est mieux observé à l'imagerie, on estime qu'on peut demain peut-être envisager un diagnostic anténatal. Donc ça, c'est en cours. Et on a des projets, là, par exemple, l'année dernière, on a soulevé presque 50 000 euros. Et là, on a un projet de... Alors, il y a 3 appels à projets. On en a un sélectionné, je ne vais pas dire lequel, parce que ce n'est pas encore officiel. Mais le projet, c'est l'étude, l'histoire naturelle de la maladie. Donc, en gros, c'est décrire la maladie. Et ça, en gros, c'est le préalable à d'éventuels traitements. Parce que si on ne dit pas c'est quoi la maladie, sur quoi ça joue et quels sont les symptômes, bah derrière, s'il y a des tests de nouvelles molécules qui sont faits, bah on ne va pas savoir sur quoi jouer. Par exemple, l'épilepsie, le sommeil, l'alimentation, enfin voilà, la motricité. Donc ça, c'est la base. Et puis, il y a 2 autres projets, et donc je vais les dire, sinon on va dire c'est celui-là que tu vas prendre et c'est pas celui-là. Les tests génétiques. Donc, il y a plein de variants casques qui sont connus pour être pathogènes, mais il y en a plein qui ne sont pas connus, en tout cas pas référencés dans les biblios. Et là, il y a un professeur à Strasbourg qui a développé une nouvelle méthode. Et l'idée, c'est d'appliquer cette méthode à casque pour voir si justement on ne peut pas diagnostiquer d'autres patients casques et puis aussi expliquer les mécanismes de la maladie via cette méthode. Et la troisième méthode, c'est de créer un modèle animal, toujours pareil, dans l'idée d'avoir un médicament à terme, de pouvoir le tester sur un modèle animal. Alors, c'est pas une souris, on pourrait croire, c'est une drosophile. C'est une mouche, en fait, qui a un gène casque proche de l'humain et qui c'est beaucoup plus facile à reproduire qu'une souris en laboratoire. Donc, c'est moins cher également de développer ce type de modèle. Toutes ces épreuves, franchement, enfin, déjà d'une, ça montre que j'aime pas le mot parce qu'on me dit souvent faut s'adapter, et je l'ai dit en début, mais ça montre quand même qu'on peut s'adapter. Ça, c'est quand même une force de l'humain, je pense aussi, de réagir à toute situation. Moi, je compare ça à une guerre, clairement. On est en guerre, hein, contre la maladie et puis contre le monde, clairement. Je pense que c'est mon mot. Et donc, ça montre des forces qu'on ne pensait même pas avoir. Enfin, moi, j'ai le souvenir d'être tout petit, d'être super timide. Je me revois à l'école et vraiment, j'étais le gamin qu'on n'entendait jamais. Et là, maintenant, voilà, je fais des interviews, je suis président d'asso, je vais à l'Assemblée nationale, je fais partie de grandes associations en France et on me demande souvent d'intervenir et je suis super content et fier aussi. Et puis, je me dis qu'encore une fois, je me bats pour Enora et puis pour tous ces gamins qui ont pas mérité d'être malades. Donc, je me dis que ça donne un sens aussi quelque part à cette nouvelle vie. Aujourd'hui, je dis que ça va bien. Et Nora est dans une plutôt bonne phase. Elle était encore malade, elle est encore encombrée, mais elle est souriante. J'ai hâte de la retrouver d'ailleurs. Et non, ça va bien. Aujourd'hui, ça va bien. Il y a encore une fois, il y a des projets. Et ça, c'est important de rester dans l'action. Et je reviens aussi sur les associations. Ça permet aussi d'aller de l'avant et de ne pas rester avec ses problèmes et de dire merde, qu'est-ce que je vais faire après? Et ça, moi, les associations m'ont permis de faire ça. Alors, c'est fatigant.
c'est sûr. C'est des sacrifices, c'est sûr aussi. C'est fatigant aussi pour ceux qui sont derrière, la famille, les proches, parce qu'il faut les emmener avec soi. Et c'est fatigant d'être toujours à fond comme ça, mais moi j'ai toujours été comme ça. Et ça, c'est par les associations que bah, j'ai retrouvé cette dynamique que j'avais perdue, hein, quand ça nous est tombé dessus. Donc aujourd'hui, ça va bien, parce qu'il y a des projets.